Dis-moi, Guy, est-ce que je peux te demander que signifient ces objets que l'on voit derrière moi? Ah, eh bien, ces objets, je ne vais pas vous dire ce qu'ils signifient parce que ça va faire l'objet de notre concours. Chers amis, je vous souhaite le bonjour, le bonsoir. Nous vous souhaitons le bonsoir avec Guy, n'est-ce pas, Guy? Eh oui, Claude, nous sommes le soir du 2 octobre aujourd'hui. Absolument. Il a fait encore très très chaud aujourd'hui. On a Eh oui, battu des magnifique. records, je crois. Chers amis, avec Guy, nous sommes convenus de faire un épisode d'informations parce que Guy, tu as beaucoup d'informations à nous donner ce Ben soir. oui, il se fait que nous n'avons plus enregistré d'émissions avec des actualités, à part la dernière qui concernait le banquet du roi Charles III à Versailles, dont Oui, nous allons reparler quelques instants. Alors, nous allons en reparler pour quelle raison? Parce que je vous avais annoncé, lorsqu'on en a parlé plus longuement, qu'il avait été prévu de faire un service à la française. oui, Alors, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire ou bien qui n'auraient pas écouté cet épisode-là, il y a en gros trois grands services en salle. C'est-à-dire le service, c'est la manière d'apporter les plats et de les servir aux clients, hein. Alors, il y a le service classique qu'on va dire un peu à l'ancienne, qui est le service à la française, où les convives sont installés à table et où le personnel arrive avec des plats garnis, se penche entre les personnes, hein, entre les différents sièges, mais entre les personnes, arrive par la gauche de chaque convive et propose en s'abaissant très fortement pour que le plat soit à peu près à 5 centimètres au-dessus de la surface de la table, propose à chaque convive le plat. Et c'est le convive lui-même qui se sert à partir de couverts de service qui sont à sa disposition sur le bord du plat. Alors c'est une manière de travailler un peu à l'ancienne qui avait énormément de, comment dirais-je, qui était en vogue à l'époque de l'aristocratie, de la noblesse, des maisons bourgeoises. Les gens avaient le loisir de se servir de ce qu'ils voulaient dans les quantités qu'ils voulaient. Alors on a continué à faire ce service-là dans les banquets, par exemple, quand il s'agissait de personnes qu'on laissait se servir soi-même. Mais c'est une habitude qui s'est perdue. Pourquoi? Parce que les gens, anciennement, qui participaient à des banquets, avaient l'habitude, chez eux, dans l'aristocratie, d'être servis de cette manière-là, donc ils savaient manipuler les couverts assez facilement. Or, oui, ce n'est plus le cas maintenant. oui. Donc, quand on a annoncé que, enfin, quand j'ai lu en tout cas, que le service était un service à la française, j'ai un peu tiqué, on en a parlé en disant, mais, on ne met pas en, comment dirais-je, en valeur le savoir-faire du dressage des Du cuisiniers. cuisinier, Et puis, oui. on s'est rendu compte finalement que Pierre Hermé, pour son dessert, pour l'Ispahan, dressait, lui, le dessert carrément sur assiette. Et alors, Oui. on avait déjà un petit peu discuté pour l'entrée, qui était donc une entrée à base de crustacés d'Anne-Sophie Pic, avec son voile d'amande, etc., que ce n'était pas évident. Et je me suis dit, mais comment fait-on pour que chaque convive puisse se servir à partir d'un plat collectif de 8 ou 10 couverts, par exemple? C'était pas évident. Alors, tout ça, ben, fait que j'ai feuilleté quand même un petit peu la presse. Alors, certaines revues qui sont un peu spécialisées là-dedans, bon, vous avez Paris Match, entre autres, et vous avez Point de vue Image du Monde. Enfin, dans une de ces deux revues-là, je suis tombé sur une photo qui montrait Anne-Sophie Pic au travail. Donc, sur cette photo, je me suis rendu compte, donc Anne-Sophie Pic est en train de dresser. La photo était prise d'un peu loin, mais on voyait quand même suffisamment de détails. Donc, elle est occupée à parfaire les 160 et quelques assiettes qui ont été nécessaires ce jour-là. Et alors, on avait finalement sur l'assiette, c'était des assiettes individuelles, bien entendu, on avait sur l'assiette une espèce de coque renversée, un peu gris blanchâtre comme ça, et c'était le Ah, fameux voile d'amande. ah Et oui. alors, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle un chapeau de curé, c'est-à-dire une pâte à cigarette russe extrêmement légère, qui sert à faire ce qu'on appelle des tulipes également. Ça porte Mhm. plusieurs noms. Et ce serait peut-être une version salée, en fait. Donc, Ah, l'appareil à tulipe, qu'est-ce que c'est? C'est du blanc d'œuf, c'est du sucre, c'est de la farine. On a une pâte relativement liquide, c'est une tuile liquide finalement, mhm. qu'on cuit sur une plaque par quelques pièces à la fois. Et alors,
on les passe au four 4-5 minutes et puis on les retire, on les décolle et on les façonne sur un bol retourné généralement. Et puis Oui, quand on les retourne dans l'autre sens, on a une espèce de coupole, de coupe qui permet de mettre, je dirais, des boules de glace, des mousses, etc. et tout ce qu'on veut finalement. Et ça m'a fait penser à ce genre de choses, donc une pâte extrêmement fine dans laquelle il y aurait eu des amandes et vraisemblablement pas de sucre évidemment, ou très peu, et qui était retourné sur quelque chose. Et le quelque chose en question, je pense que c'était la composition de tourteaux de casier et de homards de casier. hmm, Bien sûr, du homard et du tourteau qui auraient été décortiqués, parce qu'il n'est pas question oui, que les invités doivent se servir de leurs mains pour suçoter une pâte ou je ne sais quoi. Hein, donc, parce qu'à ce moment-là, ça alourdit le service, il faut mettre des rince-doigts. Et puis, je dirais que les personnes importantes n'aiment pas en public, je dirais, devoir manger avec leurs mains, ça ne se fait pas. Donc, sans doute qu'il y avait cette composition-là de chair, de homard et de tourteau en dessous. Le voile venait au-dessus. Et puis, au-dessus de ce fameux voile en amande, il y avait deux morceaux qui m'ont fait penser à des morceaux de pince éventuellement, ah, ou quelque chose comme ça. Donc c'était des morceaux blancs et un peu orangés. Et donc ça m'a fait penser, oui, je dirais, à la partie noble du crustacé, sans doute peut-être une pince ou bien d'accord. ou quelque chose comme ça. Donc voilà un petit peu pour le mystère du service. Il n'y a plus qu'à vérifier, mais peut-être qu'on aura des photos ultérieurement. En ce qui concerne la grosse pièce, le plat principal, est-ce que c'était dressé sur plat ou sur assiette? Moi, je penche quand même maintenant à dire que c'était vraisemblablement dressé également sur assiette pour éviter les lourdeurs du service, hein, Oui, 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 pour éviter, et puis ça met en valeur le travail du cuisinier, c'est absolument. plus facile pour le servir, pour le service, pardon, on amène l'assiette, on la dépose, et puis au moment de débarrasser, on reprend les assiettes sales avec les couverts. De toute Parfait. façon, le fromage était dressé sur assiette, le dessert aussi, et l'entrée aussi. Ce serait bien échu que le plat principal ne le soit pas. Alors, d'où Absolument. viendrait l'erreur? Parce que c'est quand même bon de dire, tiens, on annonce un service à la française, qui est, comme je vous l'ai expliqué, un service où le client se sert lui-même. Mhm. Et je pense qu'en fait, le journaliste qui a rédigé l'article, c'est un article par écrit, a confondu le service à la française et le dressage à la française, Oui, ce qui est tout à fait autre chose. Alors, le dressage, c'est l'art de mettre à table, je dirais, toutes les pièces de vaisselle et l'argenterie et les verres qui vont servir, je dirais, à l'usage par le client, je dirais des couverts pour manger, des verres pour boire, etc. Alors, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, en parlant du service, les deux autres services, je dirais, qui sont oui, reconnus. Vous avez le service à l'anglaise, où c'est le même qu'à la française, mais là, c'est le personnel qui utilise des couverts et qui sert dans l'assiette le client. C'est beaucoup d'accord. plus facile parce que le personnel est en principe compétent, il est formé et il sait comment il doit faire pour dresser dans Oui, l'assiette du client. Il sait où il va mettre la viande, les garnitures, etc. Et quelquefois, le service est en double ou en triple personnel. Vous avez un premier plat avec la viande, par exemple. Donc là, le premier garçon va déposer la viande dans l'assiette. Puis vous avez un deuxième garçon qui passe juste après avec ce qu'on appelle un plat de service avec des légumiers dans lequel il y a par exemple les légumes et les pommes de terre. Et puis vous en avez éventuellement un troisième qui arrive et qui propose la sauce. Donc ça, c'est le service à l'anglaise. Et puis vous avez le service à la russe qui est le service, disons, en restauration. Et classiquement, on amenait les plats au client, on les lui présentait et on travaillait sur un guéridon ou une table de service pour faire les découpes, terminer les préparations éventuelles. Bon, ça se fait de moins en moins. Et le personnel dressait sur des assiettes et amenait l'assiette dressée au client à partir d'un travail effectué au guéridon. Ça, c'était mhm. le service à la russe qui, pour moi, est C'est- le plus beau et qui c'est- était le service qu'on apprend dans les écoles hôtelières. D'accord. Sais-tu pourquoi on l'appelle service à la russe? Ben oui, parce que c'était le service qui était utilisé à la cour des tsars et dans la D'accord, noblesse russe et qui d'accord. se faisait de cette manière-là, à OK. savoir, je dirais, la présentation de plats décorés. Mhm, Et puis après, on dressait, le personnel dressait à partir d'un buffet, hein, à mhm, partir d'un buffet, il dressait les assiettes de chaque convive et il les mhm. lui amenait à table. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est le plus beau service? Parce que c'est celui qui requiert le plus de main-d'œuvre. Alors Oui, je veux dire par là que le client voit tout. Il voit le plat arriver décoré, donc il a le plaisir de profiter d'un beau plat décoré. Je parle anciennement, hein, d'un beau plat décoré et historié. Par exemple, on avait des moulins en pâte à pain, hein, qui étaient réalisés à partir de gros pains rectangulaires qui étaient écroutés, qui étaient taillés, je dirais, un peu en forme de cône, hein,
on passait avec un tisonnier qu'on embrochait dans le pain, on passait l'entièreté du pain en friture pour le dorer. Puis après, avec le même tisonnier qu'on faisait rougir au feu, on faisait des stries pour décorer le Mhm. pain et on mettait des ailes qui tournaient. Bon, les ailes étaient également en fait en tranches de pain. Hein, elles étaient également striées au tisonnier, hein, mais elles étaient montées sur une petite armature en fer qu'on fichait dans le dessus du Ouais. pain pour Ouais. donner l'impression que c'était des ailes. Par exemple, c'est un exemple. Mhm. Hein, c'est un Mhm. exemple. D'accord, Bon, ça, d'accord. c'était le service à la russe. À la Et russe. puis, il a été remplacé à partir des années 70, hein, donc en 76 pour être plus précis. Et pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, et qu'ils écoutent l'épisode où nous interrogeons Pierre Troisgros, hein, on a remplacé ça au niveau de la nouvelle cuisine par un service à l'assiette qui ne porte pas de nom de pays Mhm. qui n'a pas cette connotation-là, mais qui est un service à l'assiette sur de très très grandes assiettes, hein, d'une trentaine de centimètres de diamètre, 30, Oui, 31, 32, hein, c'est souvent oui, dans cet oui. ordre-là. Hein. Et alors ça a changé également la bonne utilisation des couverts, cette histoire-là. Parce que Mhm. quand on sert un entremets, une entrée sur une assiette qui fait 30, 32 centimètres de diamètre, le couvert à entremets qui servait avant à manger l'entrée devient un petit peu disgracieux par rapport à la taille de l'assiette. Et Oui. c'est comme ça que maintenant, on a de plus en plus, normalement, d'entrées ou de plats qui se mangent, d'entrées, disons, en tant que plat, qui se mangent avec un grand couvert et non plus avec le couvert à entremets traditionnel qui sert encore éventuellement pour les desserts, mais bon, de manière un peu anecdotique, je vais dire. Voilà, ça c'est pour les services. Alors bon, on a parlé donc du service pour le banquet de Versailles. Alors d'où vient l'erreur? Bon, ça c'était ce que Oui. j'avais dit. Oui. Peut-être qu'il s'agit donc du dressage à la française. Alors, est-ce Voilà. que vous savez ce qui différencie le dressage à la française du dressage à l'anglaise? Il est bon que tu le rappelles. Je vais le rappeler. Il s'agit en fait d'une disposition des couverts, une manière de mettre les couverts. Ah, Alors, dans le dressage à la française, vous avez la pointe des fourchettes qui est dirigée vers le bas, de même que la cuillère présente la partie bombée du cuilleron vers le haut. oui. Pour les couteaux, ça ne change rien. Ouais. Tandis que dans le dressage à l'anglaise, vous avez les fourchettes qui pointent, je dirais, vers le plafond, et vous avez la cuillère qui présente le creux vers le plafond. Ouais. Alors, à quoi c'est dû tout ça? Est-ce que c'est encore une fois ces Anglais qui ont décidé de... Et vous remarquerez que maintenant, dans les restaurants, on dresse de plus en plus à l'anglaise et plus à la Ah, française. Hein. oui, 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 Bon, oui. en Belgique, on a anciennement dressé à la française, pour les raisons que je vais vous expliquer. Et puis, depuis le règne du roi Léopold Ier, qui est le premier roi des Belges, qui était donc d'origine allemande, qui avait épousé la princesse Charlotte, qui était l'héritière du trône d'Angleterre, qui était morte en couche lors de leur premier enfant. Donc il s'est retrouvé veuf, jeune veuf. Il n'est plus resté en Angleterre et on lui a proposé le trône de Belgique. Il est venu en Belgique et on a toujours gardé, je dirais, pour le roi, le fait de mettre les tables à l'anglaise et plus à la française. Et puis, je suppose que l'habitude s'est propagée dans le restant du pays. Alors, Ouais. tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû à deux choses. Tout d'abord, une question de monogramme et je dirais, d'armoirie. Dans le Ah, cas des oui. couverts à la française, Hmm. les armoiries se trouvent, je dirais, du côté qu'on va appeler le côté caché, donc sur les manches des fourchettes, mais du côté opposé à la courbure des dents. Et sur Oui, les cuillères, du côté, je dirais, où la cuillère est bombée. Tandis oui. qu'en Angleterre, c'est le contraire. Donc, Ben oui. comme les personnes qui recevaient avaient souvent des couverts qui étaient armoiriés, hein, Oui, oui. euh, il fallait qu'on voit, disons, leur monogramme ou leur armoirie. Bien Donc, sûr. dans le cas des Français, on devait présenter le couvert, entre guillemets, je dis à l'envers, mais enfin, bon, c'était pas à l'envers, c'était une convention, hein, avec les dents vers le bas. Et dans le cas des Anglais, on présentait les couverts avec les dents vers le haut. Bien Alors, sûr. la disposition, la française, avait un gros désavantage. Je ne sais pas si vous le voyez d'emblée, avec les dents vers le bas. Ben, oui, elles étaient un petit peu salies. S'il y avait de la sauce, ça marquait la Pas nappe. tellement ça, c'est Non, c'est surtout pas le ça. fait qu'on abîme la nappe. Ah Parce que oui, vous ah, avez les dents de la éventuellement. fourchette qui Oui. sont toujours dirigées vers le bas. Et si vous avez un client un peu indélicat, qui ne le fait pas forcément exprès, mais qui en prenant sa fourchette va avoir un mouvement, disons, un petit peu de pousser la fourchette au moment de la prendre, vous avez les dents qui entrent, je dirais, dans le tissu et qui vont faire des accros au tissu. Alors, à la C'est- longue, hein, c'était ça le problème, c'est qu'à la longue, les nappes s'abîmaient à l'endroit des fourchettes, entre Et autres, mais donc, surtout des fourchettes. Donc, on a forcément
on- un petit peu abandonné cette manière de faire, oui, mais sauf dans les Guy, toutes grandes occasions où on continue à le faire, comme ce fameux banquet à oui, Guy, Versailles on a éventuellement. du coup, on a créé les portes-couteaux, porte-fourchettes, Oui, on a créé ça pour cela, mais à l'origine, ça n'existait pas. bien sûr. Donc, il fallait repriser les nappes de temps en temps parce que, Oui, bon, elles avaient des trous oui, et alors finalement, c'est quand même beaucoup plus simple de mettre la fourchette avec les pointes vers le haut plutôt que vers le bas. Enfin, ça, oui, c'est mon oui, point de vue. oui, 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 oui. Donc, voilà un petit peu Intéressant, ce très qui a bien. peut-être été la confusion, le service à la française et le Et le dressage à la dressage, oui, française, oui, oui, parce qu'il est fort possible que les couverts de l'Élysée soient des couverts avec justement le monogramme de la République, etc., et qu'ils aient le monogramme du côté habituel des Français. Voilà, tout absolument, simplement. Donc, on a dû dresser, je dirais, les à la couverts, française. entre guillemets, comme on le faisait jadis au temps Oui. de l'Ancien Régime. Voilà. Mhm, mhm. D'accord, très bien. Alors, autre chose de l'actualité, bon, qui va un petit peu revenir en arrière parce que nous n'avions pas eu le temps d'enregistrer. Nous avions fait un choix lors du dernier épisode d'enregistrer ce qui concernait la France et le fameux banquet à Versailles. Il Mhm. s'est passé plein de choses en Belgique. Alors, il y a eu pour la Xème édition, mais ce n'est pas la première ni même la 10e, on est beaucoup plus loin que ça. Il y a eu la fête de la bière à Bruxelles. Alors, la fête de la bière, bon, vous direz qu'on fête la bière tous les jours à Bruxelles, hein, donc Ah, ah, nous ah. allons, disons, distinguer les fêtes entre potes de la fête officielle. Alors, la fête de la Mhm. bière, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Vous avez énormément de brasseries en Belgique, hein, vous avez l'équivalent de 2 000 à 3 000 brasseries. Elles n'étaient pas toutes présentes. La Grand Place, qui est cet écrin magnifique que vous avez vu quand vous êtes venu nous rendre Absolument, visite, je suis allé permet te de faire voir, toute une série de festivités. Alors, au bien centre de la sûr. Grand Place, on dresse, je dirais, des mini-chapiteaux. C'est un petit peu, disons, entre la tente et le Oui, chapiteau. oui, On va oui, appeler ça des chapiteaux ouverts, hein, voilà, oui, oui. où prennent place toute une série de brasseurs réputés, des gros, des petits, des artisanaux, des industriels, etc. Et alors, la manière de procéder est la suivante. Vous payez évidemment un forfait. Alors, la fête, elle dure 3 jours, hein. Elle dure du vendredi, le samedi, et encore le dimanche, hein. Et ça dure toute la journée. Bon, de 10 heures du matin jusqu'à pas d'heure le soir. Euh, on consomme et on boit. Alors, le but n'est pas que les gens se saoulent, mais que les gens découvrent des choses. Oui. Donc, quand il y a des nouveautés, on les présente également peut-être à cette occasion-là. Vous avez toute une série de groupes folkloriques. Vous verrez dans les photos qui seront Mhm. jointes à notre palabre d'aujourd'hui. Claude Oui. va vous sélectionner des photos. Je lui ai envoyé, je Mhm. dirais, des images qu'il pourra utiliser. Euh, donc, vous avez donc au centre de la place ces tentes avec des brasseurs qui font déguster des bières. Vous avez des barrières nadars pour séparer, je vais dire, le bon grain d'ivré, c'est-à-dire ceux qui payent et qui boivent de ceux qui ne veulent pas payer et qui ne boivent pas, évidemment. Et on paye donc un forfait. On reçoit, je pense, moi j'y suis allé une fois. On reçoit un verre, comment dirais-je, pas un verre jetable, mais un verre en plastique durable, hein, comme on fait Oui. maintenant. C'est une Et chope, puis, quoi. oui, et puis on se rend, je dirais, selon son bon vouloir, je dirais, dans les différents stands pour consommer. Alors, Ouais. je ne sais plus si c'est un système, je dirais, de forfait ou un système de jetons. Je pense me souvenir que c'est un système de jetons. Donc, on paye, si vous voulez, la même somme et on a droit à un nombre de jetons déterminé Mhm. qui vous permet, chaque fois que vous allez boire un verre, de donner un jeton, quelle que soit la variété de bière, que ce soit une simple bière blonde ou que ce soit une bière, je dirais, plus riche, plus chère, hein, plus onéreuse, Mhm. on donne un jeton et on reçoit, disons, dans son propre verre, on reçoit, je dirais là, le divin breuvage de manière à Mhm. pouvoir le déguster. Alors le Mhm. but n'est pas évidemment que les gens roulent Oui, sous les sous la table, tonneaux. comme on dit, Oui, sous oui, les tonneaux, oui. mais c'est que les gens découvrent. Alors ça se termine évidemment aux petites heures. Et puis quand on décide de fermer les stands qui sont au milieu de la Grand Place, il y a suffisamment de café à côté de la Grand Place et sur la Grand Place même pour Oui. accueillir ceux qui n'avaient pas encore assez bu, hein. Donc on est d'accord que ça ne s'arrête pas là. Mais c'est une fête qui est extrêmement populaire. Je crois qu'il y a, d'après les derniers chiffres, à peu près 60 000 personnes qui s'y sont rendues. C'est quand même un chiffre, hein, Oui, 60 000, oui, faut imaginer. absolument, Faut absolument. imaginer. Et alors, bon, qui ont bu et qui ont dégusté pendant 3 jours. Donc, c'est évidemment l'occasion de faire la fête, de faire, alors, surtout quand le temps est de la partie, c'était Oui, le cas cette année-ci. Quand oui. le temps est de la partie, évidemment, c'est extraordinaire. Mhm. Et alors, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment, de la joie, au point que vous verrez dans les photos,
le Premier ministre et d'autres ministres et d'autres personnes de la politique honorent de leur présence, je bien dirais, sûr. cette fête de la bière, y compris Charles Michel, qui est notre Oui, ancien Premier ministre et qui est maintenant à la tête, non pas de la Commission, mais du Parlement européen. Enfin, voilà. Donc, les oui, gens importants se montrent à cette occasion. oui. Alors, en plus, tout le quartier est piéton, hein, et les travaux sont en train de se terminer, donc on a mis toute une série de rues il y avait des rues qui étaient déjà piétonnes dans les environs, mais Mhm. maintenant on a vraiment, paraît-il, la plus grande zone piétonne d'Europe, dans le Mhm. centre-ville de Bruxelles. Ça ne ravit pas les automobilistes, vous pensez bien, ça a Oui, limité, oui, je dirais, les déplacements, ça les a en tout cas compliqués, ça a aussi enlevé tout un certain nombre de places de parking, donc voilà, on est maintenant obligé de se rendre dans des parkings payants, oui. ce qui n'arrange pas toujours les choses. Et puis, une semaine plus tard, nous restons toujours dans le domaine de la bière, il y a eu l'inauguration du Grand Musée de la bière belge Oui, à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il y avait déjà des musées de la bière à Bruxelles. oui, Il y je avait un crois. petit musée qui se trouvait à la Maison des Brasseurs sur la Grand Place même. Alors, Mhm. c'est un musée que j'ai eu l'occasion de visiter. Bon, qui est joli, qui est gentil. Le bâtiment est très beau, mais c'était un peu petit, un peu faible. Je dirais que c'était plutôt une maison de corporation plutôt qu'un Ah musée oui. réellement. Mhm. Mais Mhm. on y expliquait quand même les choses. Il y avait quelques panneaux didactiques. On recevait même, quand on payait pour faire la visite, une bière à déguster avant de sortir. Mais ce n'était pas non plus quelque chose de grande envergure. Oui. Il y avait également un autre musée, qui existe d'ailleurs toujours, qui est le musée de la brasserie Cantillon. Alors, la brasserie Cantillon, c'est une brasserie de gueuses, de criques et de faro artisanales. Alors, je vais préciser pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est que la gueuse, la crique, le faro. Mhm. Ce sont des bières qui ne sont en principe réalisées que dans la vallée de la Seine, c'est-à-dire la vallée de la rivière qui passe à Bruxelles. Alors, la rivière a été enterrée, hein, elle ne coule plus à ciel ouvert. Bon, on peut discuter du bien fondé de l'avoir enterrée, mais enfin, c'est comme ça. Est-ce que vous aviez vu un petit bout de la scène que je vous ai montré Oui, oui. dans, Ah oui, dans dans la Place campagne. Saint-Géry? Oui, Oui, hein. oui, Bon, je oui, vous ai oui, tout à montré un fait. tout petit bout rescapé qu'on a retrouvé en faisant des fouilles, et Oui, on a un oui, peu une petite idée de la manière dont Bruxelles était à cette époque-là. oui, oui, Mais oui. enfin, bon, voilà, la Seine est enterrée. Toujours est-il que dans la vallée de la Seine, on fabrique de la gueuse. Alors, la Mhm. gueuse, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson qui ressemble, si ce n'est que la base n'est pas du raisin, mais bien des céréales. Ça ressemble fortement à l'élaboration du champagne. On réalise d'abord ce qu'on appelle du lambic. Alors, le lambic, c'est une bière qui est plate, qui est dépourvue de mousse et qui est réalisée avec donc essentiellement de l'orge, du blé, hein, et qui est ensemencée en principe naturellement par les micro-organismes qu'on trouve dans la vallée de la Seine. Alors pour ça, il y a dans les brasseries, il y avait, mais enfin il y a toujours, dans les greniers, de grands bacs en cuivre extrêmement étendus de plusieurs mètres de côté, dans lesquels on mettait ce qu'on appelle le brassin, c'est-à-dire le résultat du premier mou, hein, Mhm. qui a fermenté, donc le sucre est devenu de l'alcool, et l'ensemencement se faisait de manière naturelle par les micro-organismes qui tombaient dans la bière. Alors, les mauvaises langues vont dire que c'était dans les greniers, que dans les greniers, il y avait des trous par lesquels les pigeons entraient et Mhm. que c'était des pigeons qui ensemençaient la bière. Je ne vous fais pas de Mhm. dessin, vous Oui, avez compris que ce n'est pas forcément très ragoûtant. Bon, absolument. alors, une fois que je dirais, la bière Lancement. était ensemencée, on la Oui. mettait dans des fûts en bois, hein, dans des foudres en bois même, et on Mhm. laissait vieillir ce lambic, un peu comme on laisse vieillir du vin lorsqu'on en fait du champagne. Et puis par la suite, on va faire ce qu'on appelle des assemblages. Alors les assemblages, c'est comme un champagne, c'est vraiment la même chose, hein. Les assemblages consistent à mélanger ensemble, au sein d'une même cuvée, des lambics d'origine différente, des jeunes et des vieux, des lambics qui viennent d'être réalisés et des lambics qui ont parfois plusieurs années de stockage. Ah oui. Alors on remet un peu de sucre et un peu de levure dans les bouteilles. On travaille avec des bouteilles de type bouteille à champagne, hein, de 75 centilitres. Elles sont garnies d'un bouchon et d'un muselet, évidemment, sa pression va augmenter. Mais contrairement au champagne, on ne pratique pas de dégorgement. On laisse la fermentation se faire et la lie, avec les levures, vont rester dans le fond de la bouteille. Ça va? Mhm. Donc, on ne Mhm. pratique pas le dégorgement pour D'accord, l'éliminer. Et d'accord. puis,
Quand on ouvre cette bouteille, ben, on a une bière qui est extrêmement mousseuse, qui est extrêmement sauvage, et on l'appelle la gueuse. Donc la gueuse, c'est un peu l'équivalent du champagne, on va dire du champagne brut, voilà, tout simplement. Oui, oui, Et puis, d'accord. lorsqu'on ajoute donc dans le brassin au départ des cerises du Nord, des cerises qu'on appelait de Scarbeck, du nom d'une localité qui est maintenant intégrée à Bruxelles, on avait donc à ce moment-là de la kriek. Kriek veut dire cerise en flamand, parce que Kersen, c'est cerise en néerlandais. Mais kriek, kriek, ça veut dire ces petites cerises du Nord, là, très peu sucrées. Donc, on Oui. avait donc de la kriek, une bière à la cerise, qui avait exactement le même processus de fermentation que la gueuse. Et Mhm. puis, vous avez la même chose avec de la framboise. Ça, c'est plutôt récent. Ça a une cinquantaine d'années à peu près. Maintenant, on en trouve au cassis, on en trouve aux pêches, on en trouve à la mirabelle. Enfin, voilà, donc on a un petit peu Oui. diversifié. Et Mhm. là, vous avez le Faro, qui est également une bière extrêmement ancienne et qui est ancestrale, je vais dire, où là, on édulcore parce que les véritables criques et les véritables gueuses ne sont pas du tout adoucies, contrairement à celles qu'on trouve maintenant dans le commerce. On Oui. édulcorait, je dirais, le mélange avec du sucre candi brun. Et on avait Oui. à ce moment-là une bière qui était un peu plus douce et qui était de couleur brune. Voilà. Mhm. Donc ça, Mhm. c'était le Faro. Alors bon, la brasserie Cantillon, qui est à Anderlecht, continue à fabriquer de la bière, donc de la gueuse, de la crique et du Faro, selon le principe tout à fait artisanal. Alors, de nouveau, c'est un musée sans être un musée. En fait, c'était ouvert à certains jours, certaines périodes de l'année, etc. On pouvait visiter lors de la fabrication de certains brassins, on pouvait même assister à la fabrication du brassin, mais on ne peut pas dire que c'est un musée au sens muséal du terme. Donc Oui. on ne pouvait pas arriver à l'improviste et dire ben Mhm. je viens faire la visite. Non, c'était pas vraiment comme ça. C'était beaucoup plus restreint. Mhm. Donc voilà ce Mhm. qui existait comme musée de la bière à Bruxelles. Alors ici, il y a maintenant une dizaine d'années, il y avait depuis maintenant, je dirais plus d'un siècle, un bâtiment qui se trouvait vraiment au centre-ville, qui était la Bourse de Bruxelles. Alors, pour décrire un petit peu ce bâtiment-là, bâtiment qui mélange à la fois du néoclassicisme et de la Renaissance. Alors, il était construit à l'époque de Léopold II, là où la Belgique était particulièrement prospère et où de très nombreuses affaires d'argent se traitaient. Donc, il fallait à Bruxelles une bourse du commerce digne de la grande ville que Bruxelles devenait. Mhm. Et on a construit ce bâtiment, bon, que vous avez vu, très massif, très grand, et qui fait un peu penser au style Napoléon III, puisqu'il date de la même époque. Bon, alors ce bâtiment a commencé à perdre de son importance pour une raison toute simple. C'est que la bourse est passée progressivement, je dirais, d'achat en bourse, hein, à la volée, à la criée, dans ce qu'on appelle la corbeille, comme ça se passe encore un peu à New York pour le folklore. Et Oui. maintenant, ça se passe dans des bureaux où vous avez des ordinateurs qui scrutent les cours de la bourse, les montées et les descentes des actions, et qui, en une fraction de seconde, avant même que l'opérateur n'ait eu le temps de le voir, vendent et achètent des actions. Donc, Absolument. la bourse telle qu'elle était, la bourse à papa, je dirais, avec des gens qui haranguaient, je dirais, Oui, oui. les vendeurs à l'ancienne, ça n'existe plus. En On tout a cas, vu en ça à Belgique, la ça Bourse de n'existe Paris. plus. Hein. Mhm. Donc, Mhm. tout ça a disparu. Donc, nous voilà Oui, qu'un oui. bâtiment immense sur le dos et ne pas savoir ce qu'on va en faire. Le Mhm. bâtiment appartient à la ville de Bruxelles et d'autre part, il est classé, je dirais, au monument et site, comme on dit en Mhm. France. Hein, il est Mhm. classé. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait de ce bazar-là? Alors, les brasseurs, et ils sont importants, n'oublions quand même pas que le plus grand groupe brassicole a son siège à Louvain en Belgique, hein, c'est InBev, hein, c'est la fusion entre Interbro et un brasseur brésilien, et qui sont donc les premiers au monde en termes de volume de bière produite. Hein. Mhm. Donc le siège est à Louvain en Belgique. Les brasseurs se sont dit, pas seulement celui-là, mais ils se sont dit, bah, tiens, ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'on en ferait bien? On ferait bien un musée de la bière qui mettrait des bières belges à l'honneur. Donc, certains brasseurs, pas tous, hein, je pense qu'ils sont à peu près 300-400 pour donner un chiffre, une idée, ont cotisé ensemble, bien entendu, à des sommes différentes, étant donné qu'ils n'ont pas tous la même envergure. Certains Oui. sont des petits brasseurs artisanaux qui produisent quelques milliers d'hectolitres par an, quand AB InBev en produit des millions, évidemment. Hein. Donc, Oui, ils ont oui. cotisé en fonction un peu de leurs moyens. Ils ont acheté, si vous voulez, des parts.
et le bâtiment a été rénové pour, tenez-vous bien, une somme de 90 millions d'euros. Voilà, Ah tout oui. simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dédié une partie du bâtiment à l'aspect muséal, explication des origines de la bière et la bière dans son contexte, essentiellement en Belgique, mais dans le monde aussi. Tout au-dessus du toit, on a fait ce qu'on appelle maintenant un rooftop, c'est-à-dire une terrasse panoramique de dégustation. Alors, d'après ce que j'ai vu, hein, parce que je n'y suis pas encore allé, mais j'ai un petit peu lu ce qu'on en faisait, Mhm. il y a un nombre limité de personnes qui peuvent entrer par jour et en même temps. Je m'explique, ils ont l'air de vouloir accueillir 90 personnes à la fois par demi-heure. Mhm. Alors, pour quelle raison? Parce que quand vous avez payé votre entrée, vous faites la visite, et puis lorsque vous arrivez au-dessus, vous avez droit également à une dégustation, et vous pouvez reprendre une consommation. Alors, il y aura toujours en permanence 10 bières au fût. Alors, vous savez qu'on peut servir la bière de plusieurs manières, soit au fût, c'est-à-dire à la pompe, soit à la bouteille. Alors, il y aura des dizaines de bières qui seront proposées simultanément, mais toujours 10 qui seront servies au fût. Alors, il y aurait une rotation dans ces bières. Un ordinateur, avec un algorithme, va prendre au hasard parmi toutes les bières proposées et parmi les bières qui sont, je dirais, vendables en fût, toutes ne le sont pas, qui va proposer toujours 10 bières, mais euh, de manière à ce que ce ne sont pas toujours les bières des grands brasseurs qui soient proposées, pour qu'il y ait toute Oui, une série de oui. bières différentes. Alors, je suppose que l'algorithme va tenir compte qu'il faut de la brune, de la blonde, de l'ambrée, de la Mhm. bière plus courante, de la bière plus riche, de la bière avec moins d'alcool, de la bière avec plus d'alcool. Ça, je suppose que c'est Mhm. prévu comme ça par l'algorithme. Donc, vous aurez des bières qui seront proposées. Mais alors maintenant, ils avaient peur d'une chose, c'est que des personnes qui allaient visiter ne s'installent sur le toit, sur la terrasse du toit, à partir de laquelle on a une super vue sur le centre-ville, et ne squattent les places, je dirais, de manière, je dirais, presque infinie. Oui, les Donc, gens restent là. que les gens ne restent et ne s'incrustent en se Ouais, disant, ouais. c'est un bel endroit, on a une belle vue, on est bien, on en profite, on reste pendant 2, 3 heures avec un verre de bière devant soi. Donc, ils ont mis au point un système qui, à mon avis, entre guillemets, chasse les gens après une demi-heure. C'est-à-dire qu'on a le droit, quand on fait sa visite, après d'aller boire un verre, mais après, à un moment donné, on vous dit, écoutez, vous avez reçu votre bière, vous en avez éventuellement repris un deuxième, c'est très bien, mais maintenant, on vous demande de laisser la place à ceux qui arrivent. Alors, leur but, disent-ils, c'est de permettre d'abord une rotation dans la clientèle, ça c'est une chose, c'est empêcher donc ce squat des places disponibles, et c'est aussi d'envoyer les gens ensuite boire des verres dans les cafés des environs et dans les bars des environs, Oui, de oui, manière oui. à ce que les indépendants qui ont un établissement tout près ne puissent pas dire à un moment donné, tiens, depuis que ce musée-là est venu s'installer avec leur fameuse terrasse panoramique, on n'a plus personne chez nous, voyez-vous? Oui, 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 Donc oui. voilà comment ils ont conçu l'histoire. Très Alors bien. j'invite tous nos auditeurs, s'ils passent un jour par Bruxelles, à se rendre au Temple de la bière et d'aller découvrir l'histoire et Ce toutes les nouveau, variétés de bières qui se voilà, trouvent ce à leur nouveau musée. disposition. Oui. Donc D'accord. voilà, en ce qui concerne cette actualité qui date du début du mois de septembre, de toute façon, hein, et nous sommes, disons ici, début du mois d'octobre, donc Ben ça a oui, mais déjà bon, un on n'avait mois. pas eu le temps avant, On hein. n'avait Bon. pas eu le temps d'en parler. On n'avait pas eu le temps d'en parler. Guy, je crois que tu avais prévu de nous parler d'un décès. Oui, je vais vous parler d'un décès qui a eu lieu, je pense, qui est survenu, je pense, le 2 août, hein, oui, c'est ça, le 2 Mhm, août, mhm, voilà, de cette année, d'une dame qui est décédée à l'âge de 97 ans, 97 ans, comme on dit chez nous. mhm, Alors, c'est une dame qui est de nationalité française au départ. Alors, je mhm. dis bien au départ, et je vais vous donner son nom, Marie-Élisabeth Marthe-Antoine Mancet. Mon Alors, Dieu. née à Bordeaux le Oui, 20 mars 1926, oui. est décédé donc le 2 août 2023. Alors j'ai appris son décès en feuilletant dans une grande surface une revue qui s'appelle L'Éventail et qui traite un peu de toute l'actualité, je dirais de la noblesse et de l'aristocratie, voilà, et qui Mhm, traite aussi de mhm, gastronomie et de choses comme ça. Alors j'étais mhm. un peu triste malgré tout parce que c'est une dame que j'avais eu l'occasion de rencontrer, je vous expliquerai comment je Hmm. l'avais rencontrée, avec qui j'avais parlé. Et elle a un rapport, peut-être pas direct, mais elle a quand même un rapport avec la gastronomie et la cuisine. Alors, cette Madame Elisabeth Mancet, je suppose qu'elle ne vous dit rien. Non. Alors, cette dame, qui était née donc à Bordeaux, était la fille d'Octave Mancet et de Marie-Charlotte Guestier.
Ça ne vous dira rien non plus. Non Et plus. ces deux familles-là étaient actives dans le grand négoce des vins. Ah, Alors, cette petite fille va avoir un peu de malheur quand même dans sa vie, au début de sa vie, parce que ses parents vont mourir dans un accident de voiture en 1939. Donc, elle a 13 ans à ce moment-là, la oui, gamine, hein, et oui, elle oui, perd ses parents. Alors, je ne vous apprends pas qu'en 1939, on est à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, hein, oui, qui va oui. commencer, qui a déjà commencé en 39, puisqu'il y a eu la drôle de guerre quand les Allemands et les Français s'observaient chacun derrière leur ligne, Siegfried pour les uns, Maginot pour les autres. Hum, hum, Mais en 1940, elle a un grand frère, et son frère euh, va partir à la guerre, et il va également être tué en 1940. Donc elle a 14 ans, elle perd à la fois l'année d'avant ses parents, et l'année suivante, elle perd son grand frère, qui était peut-être un petit peu son tuteur. Alors, hum, je dirais chance pour elle. Je sais, d'après ce que j'en avais appris, c'est qu'elle va quitter entre-temps Bordeaux pour Paris. Et en 1947, elle va épouser un certain Élie de Riquet. Alors, Élie de Riquet, ça ne vous dit peut-être rien comme ça non plus, c'était le pareil. descendant de Pierre-Paul Riquet, baron de Beaurepos, et constructeur du fameux canal du Midi entre 1604 et 1680. Hum. Donc voilà, ça c'est pour cette dame, mais vous allez me dire, mais qui est-ce bien cette dame-là? Alors je vous dirais que cette dame, elle a reçu plein de décorations. Elle est commandeur de l'Ordre national du mérite en France, et elle est même chevalier de l'Ordre des arts et des lettres en France. Mhm, Elle est écrivaine, elle a écrit 2 livres, mhm. hein. Mais maintenant, je vais vous donner son nom, parce qu'on ne la connaît pas sous ce nom de Marie-Élisabeth Manset. Alors, si on doit l'appeler réellement par son nom, voilà comment on doit dire. On doit dire Son Altesse Sérénissime, la princesse Élisabeth de Caraman-Chimay, princesse douairière de Chimay. Donc, c'était une véritable princesse qui a commencé sa vie, je dirais, dans le malheur et qui l'a terminée à l'âge de 97 ans en tant que princesse, parce qu'elle avait, je dirais, marié, épousé Mhm. euh, le prince de Chimay. Alors, vous allez me D'accord. dire quelle est la relation avec la cuisine Mhm. que cette Absolument. dame-là, je dirais, a. Il se fait que c'est une héritière, d'un point de vue aristocratique, d'une certaine Madame Tallien. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Oui, ça Madame Tallien? commence. Oui, ça commence, oui. Alors, Madame Tallien, qu'on appelait également Notre-Dame de Thermidor. Oui, Hein. voilà. Oui. Alors, c'est une personne qui a été active, qui a eu plein de péripéties que je vous raconterai un autre jour, au moment de la Révolution française. Mhm, mhm. Alors, elle a été appelée Notre-Dame de Thermidor parce qu'elle a œuvré au niveau de sa vie, en tout cas dans sa jeunesse, de manière à empêcher le guillotinage de toute une série de gens. Et Oui. c'est la raison pour laquelle on l'a appelée Notre-Dame de Thermidor. Et Mhm. cette fameuse Notre-Dame de Thermidor, après avoir eu une vie, on va dire, je ne vais pas dire de libertine, parce que ce n'est pas ce que j'en pense, mais en Mouvementé, tout on va cas, dire. on va dire mouvementée, pleine de Mhm. rebondissements, mais Oui, elle a épousé également un prince de Chimay, et elle est devenue également à son tour princesse de Chimay. d'accord. Donc elle est venue s'installer en Belgique. Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé? Ultérieurement, certains cuisiniers lui ont rendu hommage, et on a créé les fameux œufs à la Chimay. Je ne sais pas si ça Mhm. vous dit quelque chose. On Oui. dit œufs à la Chimay ou les œufs Chimay, qui sont, paraît-il, plus populaires en France qu'en Belgique. Alors je vais vous dire en gros ce que c'est, mais je ferai la recette et je l'expliquerai beaucoup plus longuement. Ce Mhm. sont des œufs durs qui sont refarcis avec une duxelle, qui sont nappés de sauce mornay et gratinés. Ça, ce Ah sont oui. les œufs Chimay. Oui, oui, oui. Et qui a créé ça? Alors j'ai cherché parce que quand vous tapez œufs Chimay sur Internet, on vous dira ah, un cuisinier a voulu rendre hommage à Teresa Cabarrus, hein, qui était donc Madame Tallien, parce qu'il l'admirait, c'était une très belle femme, et patati patata. Et puis, j'ai quand même beaucoup lu pour essayer de trouver un petit peu qui ce cuisinier, et je suis tombé sur un article du prince de Chine actuel lui-même, qui en parlait et qui disait que c'était Escoffier lui-même qui avait créé la recette. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il cite le nom d'Escoffier. D'accord. Escoffier que tout le monde connaît, Absolument. puisqu'Escoffier Auguste. a créé Mhm. oui, hein, Auguste qui a créé la pêche melba, qui a créé la poire belle Hélène, etc. Donc ce serait Auguste Absolument. Escoffier. Mais les recettes qui concernent, je dirais, l'appellation à la Chimay ne se limitent pas à ces œufs à la Chimay. Mhm. Alors j'ai trouvé également, en cherchant bien dans mon Gringoire, qui est le livre de référence, des suprêmes de volaille Chimay. Alors qu'est-ce Mhm. qu'on dit? Sauter, dresser, garnir de morilles sautées et de pointes d'asperges liées au beurre et un jus lié autour.
Ça, c'est pour le suprême de volaille Chimay. Mais il y a également une poularde Chimay, dont je vais vous donner brièvement, je dirais, la méthodologie. Farcir de nouilles additionnées de dés de foie gras et de crème, donc la fameuse poularde. Hein. Ne nous trompons pas. Donc on a farci. Ensuite, on va la poêler, cette poularde. Alors poêler, qu'est-ce que c'est? C'est une cuisson très ancienne qui consistait à cuire une viande sur un lit d'aromates dans une poêle, mais au four et à l'arroser souvent. Ah oui, Et d'accord. alors on confond maintenant le terme poêler et le terme sauter. Oui, Hein? oui. Passer à la poêle, ce n'est pas poêler. Poêler, c'est ce que je viens de vous expliquer. Réaliser un fond d'aromates, généralement ce sont des légumes, hein, de la carotte, de Hum, l'oignon, un petit peu hum, de céleri. On dépose la viande qu'on a colorée dessus, on colore les morceaux de légumes dans la graisse de coloration de la viande et on repose la viande dessus et puis on met au four et on arrose très souvent, hum, soit avec un jus, soit avec un vin. Donc on hum. va devoir poêler. Ensuite, on va devoir la dresser avec un nappage, fond de braisage lié à la rorote, parsemé dessus des nouilles sautées à cru. Alors, les nouilles sautées à cru, je me suis quand même posé la question de savoir, ce ne sont quand même pas des nouilles qu'on a pris sèches et qu'on va sauter. Donc, je pense que ce sont des nouilles fraîches, donc qu'on a Oui, réalisées, je dirais, au dernier moment, hein, qui ne sont pas cuites, mais qui ne sont pas des nouilles déshydratées, hein, qu'on va oui, oui, sauter oui, à cru au oui, oui, beurre oui. et on mettait ça au-dessus de la fameuse poularde Chimay. Mais alors, Chimay, ça ne se limite pas à des appellations de cuisine classique. Ce sont également des produits, et je vais vous en citer trois. Il y a donc la principauté de Chimay avec des normes, je dirais, bien appartenant au prince de Chimay, des forêts, des bois, des champs. Au XIXe siècle, il a offert un domaine pour que des moines viennent s'y installer. Donc vous avez Mhm. 17 moines qui sont venus s'installer là et qui ont fondé l'abbaye de Scourmont, l'abbaye Notre-Dame de Scourmont. On dit toujours l'abbaye de Chimay, mais en réalité, le vrai nom de l'abbaye, c'est l'abbaye Notre-Dame de Scourmont. Donc les moines sont venus s'y installer. Et comme tout bon moine trappiste, ils ont produit à la fois et de la bière et du fromage. Alors, ils ont produit des bières depuis cette époque-là. Ils ont commencé par ce qu'on appelle la chimée rouge. Donc, quand on dit dans un café en Belgique, serre-moi une chimée, on veut dire serre-moi une bière trappiste. Alors, elles sont désignées par des couleurs en fonction du bouchon qui se trouve à capsuler la bouteille. Mhm. Donc, il y a Mhm. la chimée bleue, c'est la plus courante. C'est une chimée qui est relativement bien alcoolisée, qui est brune, c'est celle qu'on trouve le plus souvent. Vous avez la chimée rouge, qui est la chimée initialement brassée et qu'on trouve d'ailleurs toujours. Et vous avez la chimée verte. Plus toutes les cuvées spéciales, il y a au moins 5, 6, 7 sortes de chimées qui sont commercialisées généralement, ça vous allez voir pour les détails sur Internet dans Wikipédia, qu'on trouve généralement en bouteilles de 33 centilitres, mais qu'on trouve également dans des bouteilles de 75 centilitres, dans des magnums et même dans des éditions encore plus importantes, plus toutes les cuvées spéciales, comme des bières qu'on réalise plutôt pour Noël ou pour fêter des anniversaires, etc. Alors, pour vous donner une petite idée, la brasserie de l'abbaye donc de Scourmont, de Chimay, brasse aux dernières nouvelles 170 000 hectolitres par an. C'est énorme. Alors, j'ai fait le calcul, bien sûr, il y a toute une série d'embouteillages différents, hein. Oui. Il y a des petites et des grandes bouteilles. Mais si on ramenait tout ça à des bouteilles de 33 centilitres, ça nous fait 51 millions de bouteilles par an. Ah oui. Donc, Ah je oui. ne vous laisse deviner, divisez ça par 365 et vous verrez combien on en produit par jour, hein. Oui, Donc, oui, c'est la oui. brasserie trappiste la plus importante de Belgique et peut-être même du monde d'ailleurs. Donc, c'est à D'accord, Chimay. Alors, d'accord. non seulement ils font de la bière, mais ils font également du fromage. Alors, il y a le fromage de Chimay qui est produit également dans l'enceinte de l'abbaye, sous la supervision des moines. Alors, ce ne sont pas les moines qui vont traire les vaches, Oui. ils ont un système de récolte de lait dans les environs, hein, et on produit uniquement des fromages de type pâte demi-dure non cuite, à ma Mhm. connaissance. Alors, Mhm. il y en a de toutes sortes, hein. Il y a celui qui est lavé à la bière, il y a celui qui ont vieilli plus longtemps, il y a même eu à un moment donné un fromage avec du lait de brebis. Enfin bon, voilà, il y a 5 ou 6 fromages différents qui sont généralement des fromages qu'on va déguster soit sur des tartines au repas de 4 heures ou au petit déjeuner, mais qu'on va pouvoir mettre sans aucun problème sur un beau plateau de fromage également, hein. Donc ce sont des fromages de caractère avec une pâte relativement tendre. Il y Oui. a d'autres fromages produits par des moines en Belgique comme l'abbaye de Rochefort, mais là la pâte est un peu plus dure et alors elle a une autre forme. Le chimay est un fromage un peu format camembert, donc arrondi,
un peu plus épais, un peu moins large, mais c'est le format du disque, tout simplement, hein. Mhm, Alors, je mhm. vous parlais de la bière pour vous dire que c'était la plus importante brasserie de bière trappiste en Belgique, parce que vous trouvez de la Chimay partout, hein. Depuis la côte belge jusqu'au fin fond des Ardennes, vous demandez une Chimay. Un Ah café oui. qui n'a pas de Chimay, je ne sais pas s'il est né, hein. Euh, la brasserie la plus confidentielle au niveau des trappistes, c'est la brasserie de West Vleteren. Alors, la brasserie de West Vleteren, qui a été sacrée meilleure bière du monde il y a quelques années par un jury international, essentiellement américain d'ailleurs, est une bière qui est tellement confidentielle qu'il n'en produit que 4800 hectolitres par an, c'est-à-dire un peu plus d'1 million de bouteilles, quand l'autre en produit 51 millions. Donc, ça vous donne Oui, un en petit peu effet. la différence d'échelle, hein. Oui. Alors, je suis allé à la brasserie de West Vleteren et c'était il y a quelques années quand même, parce que j'avais un ami qui est décédé maintenant, qui avait sa cave remplie de bières de West Vleteren. Or, maintenant, elle est tellement devenue confidentielle qu'on doit la réserver à l'avance, on doit téléphoner, on doit la réserver, et on ne peut emporter qu'un casier de chacune des variétés de bière, il n'y en a pas 50, par plaque de voiture. Donc, on Hmm, doit donner son numéro de plaque et on dit, voilà, moi, j'aurai la plaque une telle, hein, et je vais vous commander un bac de tel, etc. Et alors, l'ami que j'avais, il avait une cave avec 600-700 bouteilles de cette fameuse bière de West Vleteren. Comment faisait-il? Ben, il connaissait personnellement le père brasseur. Ça hmm, aide évidemment un petit peu, et je vous hmm. parle d'il y a plus de 10 ans, hein. Oui. Donc, il allait avec une camionnette de location, il réservait bien sûr des bières à l'avance, il se faisait livrer dans sa camionnette, il rentrait chez lui, et puis il entreposait les bières dans la cave et les laissait vieillir. Et j'ai eu la chance de boire même pas une bière, c'était 2 bières pour 3 qu'il m'avait offert pour boire avec d'autres personnes. J'ai eu la chance de boire une bière qui avait 7-8 ans d'âge, qui avait Mhm. reposé dans sa cave pendant ces années-là, et c'était du velours. Je ne pensais pas qu'une bière qu'on laissait vieillir comme ça allait pouvoir donner ce résultat-là. C'était une expérience extraordinaire qu'on ne fait malheureusement qu'une fois dans sa vie, mais c'était vraiment extraordinaire. Ah oui, alors là, tu m'apprends quelque chose, Ah parce que oui, pour là, moi, une bière, enfin, si elle vieillit, elle vieillit mal, elle quoi. vieillit mal. Alors, j'ai encore des bières dans ma cave qui ont une dizaine d'années maintenant. Je devrais d'ailleurs en goûter pour voir un peu ce qu'elles donnent. J'ai voulu faire l'expérience de laisser vieillir de la bière. Donc, ce sont des bières brunes, attention, ce sont des bières, non pas des bières trappistes, mais des bières, je dirais des bières d'abbaye, pour ne pas inventer, c'est de la lève, tout simplement. Mhm. J'avais l'occasion d'avoir pas mal de bouteilles. Je les ai mises en cave et je ne les ai plus bu depuis. Donc, je dis toujours qu'un jour, je vais en Goûter, sacrifier une ou deux oui, pour oui, voir ce que ça donne après une dizaine d'années, pour voir ce que ça peut donner. Ce sera oui, peut-être un fiasco terrible, comme ce sera peut-être une réussite extraordinaire. oui, oui. Et alors, les produits de Chimay ne se limitent pas à ceux qu'on vient d'évoquer. Vous avez également la fameuse escavèche de Chimay. Ah, Alors, l'escavèche de Chimay, j'en ai déjà parlé, c'est il une me semble. préparation qui daterait, dit-on, de la période pendant laquelle les Espagnols sont venus mettre leur nez en Belgique, malheureusement. Euh, tout simplement parce que nous étions à l'époque sous les Habsbourg, avec Charles Quint, qui était un prince qui était né en Belgique. Il a eu sa maman, pardon, était Jeanne la Folle, qui était l'héritière donc du trône d'Espagne, la fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la catholique. Isabelle de Castille. Mhm. Alors, il a eu un fils qui était Philippe II. Philippe II, malheureusement, a été essentiellement élevé en Espagne plutôt que d'être élevé en Belgique, donc il était plutôt pro-espagnol. Et une fois que son père a abdiqué à Bruxelles, puisque à ce moment-là, Bruxelles était le centre de l'empire, du Saint-Empire romain germanique, puisque il n'y avait pas de capitale, mais c'était l'endroit où le souverain se tenait majoritairement, qui était, disons, la capitale de fait. Donc, Bruxelles était la capitale du Saint-Empire à ce moment-là. Ça n'a pas duré. On a scindé l'Empire en deux. La partie espagnole et la Belgique ont formé une entité, et la partie, je dirais, germanophone, donc le Saint-Empire traditionnel, a échu à son frère. Alors bon, nous, on est resté avec les Espagnols pendant quelques temps, hein, jusqu'à ce qu'on les remplace par des Autrichiens cette fois-là. Mhm. Et tout ça pour dire quoi? Donc, que c'est de cette période-là que daterait la fameuse escavèche, hein, qui se dit en espagnol escabecha. Alors, Ouais. ça veut dire qu'on a coupé la tête en réalité. Donc, c'est une conserve de poisson qui est au départ réalisée avec du poisson d'eau douce, du poisson de vivier, hein. Actuellement, on fait des escavèches de truite, par exemple, mais à ce moment-là, on faisait des escavèches avec tout ce qu'on appellera du poisson blanc. Bon.
Maintenant, l'escavèche est plutôt réalisé avec du poisson de mer qu'on appelle de la roussette, hein. En Oui, réalité, oui, c'est du petit requin. Alors, oui. il y a deux types d'escavèche. Il y a l'escavèche à la sauce vinaigrée blanche, qui est faite avec des oignons, du vinaigre, du vin blanc, le tout lié à la farine. L'escavèche se conserve plusieurs semaines dans des pots en grès. Et puis, vous avez l'escavèche brune, même chose, mais qui est colorée, je dirais, généralement avec un sucre de viande qui donne une couleur brune. Moi, j'aime bien les deux. Les deux se valent, les deux sont bonnes. Et c'est vraiment une spécialité de la région de Chimay, donc de cette partie-là du sud de la Mhm, Belgique, mhm, mhm, enfin du sud de la province du Hainaut plutôt. Et on retrouve de l'autre côté de la frontière l'escavèche de Macnoise. Macnoise est la localité française qui se trouve sur l'Oise, à la sortie donc de l'Oise de la Belgique vers la France. Parce que comme vous ne le savez peut-être pas, l'Oise naît en Belgique, hein, avant mhm, de se diriger vers Conflans-Sainte-Honorine. mhm. Donc, à l'endroit où l'Oise passe la frontière, il y a une petite localité qui s'appelle Macnoise, et on fait également de l'escavèche à Macnoise. C'est toute la région qui, je dirais, qui pratique l'escavèche tout simplement. Donc, vous avez vu qu'une seule personne, enfin pas une personne, mais euh, l'appellation Chimay ne concerne pas que certains produits. Oui, Il y a des oui. produits très variés d'une part, il y a même des recettes classiques de cuisine classique. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que j'ai rencontré la princesse de Chimay? Parce que C'est la question que je voulais te c'est la poser. question. Bon, voilà. Alors la princesse de Chimay, pendant une trentaine d'années, a fait visiter son château aux visiteurs, aux touristes. Bon, et ça je le savais. Je savais également que l'âge étant venu, elle ne faisait plus visiter. Alors ils sont passés à un système d'audio guide comme on fait maintenant, Mhm, mais que les après-midi, quand elle était en bonne santé, en bonne forme, elle descendait au rez-de-chaussée, parce que sinon elle habitait à l'étage. Elle descendait au rez-de-chaussée et elle se tenait dans un des salons et elle accueillait tous les visiteurs et les saluait. Donc j'avais un ami français qui était venu passer quelques jours en Belgique et je lui propose d'aller visiter le château de Chimay que je n'avais jamais vu. Alors, le château est un château, je dirais, ce n'est pas Versailles, hein, est un mhm, château, disons, allez, de taille très moyenne, en pierre bleue. On ne visite pas tout, bien entendu, on ne visite que quelques pièces, on visite quelques pièces du rez-de-chaussée, on visite la chapelle, et on visite surtout le petit théâtre. Alors, le petit théâtre, je vous mettrai des photos que vous puissiez illustrer mhm, notre causerie d'aujourd'hui. Le mhm, petit théâtre est un théâtre que le prince de Chimay, qui avait épousé la fameuse Thérèse Tallien, a fait construire pour son plaisir. Donc, il a construit un théâtre qui, paraît-il, est une réplique en miniature du théâtre du château de Fontainebleau. Alors, c'est mhm, un très très beau théâtre qu'on peut bien entendu visiter. On y projette un film. Et je m'étais dit, on va aller visiter le château. Alors, nous sommes arrivés le matin, en décidant d'abord de visiter le château le matin, d'aller manger un bout dans un restaurant des environs, Chimay est une très jolie petite ville, et de revenir l'après-midi, parce que quand on paye le billet d'entrée, on peut revenir l'après-midi. mhm, Donc, nous sommes allés manger à notre aise dans les environs du château, et puis nous sommes revenus, et en arrivant donc dans un des salons qu'on visite, il y avait une dame, hein, qui était la fameuse princesse de Chimay, qui était assise à une table avec sa dame d'honneur. mhm, Et alors, je suis arrivé, je les ai salués, et je lui ai dit, vous êtes la princesse de Chimay? Oui, oui, m'a-t-elle répondu. Je suis la princesse Élisabeth de Chimay, ce dont je me doutais évidemment, hein. Et alors, je dis, Madame, comment dois-je vous appeler? Puisque je savais qu'au départ, sa titulature, c'était Son Altesse Sérénissime. Bon. Et alors, elle m'a répondu d'un ton un peu goguenard, ferme et pas moqueur, mais un peu enjoué. Elle m'a avec dit, humour, avec humour. avec humour, voilà, elle m'a dit, mais de manière un peu sérieuse quand même, elle m'a dit, Princesse Elisabeth, c'est très bien qu'elle m'a dit, on ne va pas en faire plus. Donc, on ne parle évidemment pas à une princesse comme on parle à sa Oui. crémière. Donc, on tourne quand même sa langue cette fois dans sa bouche. Mais nous avons parlé pendant au moins une bonne vingtaine de minutes, hein, avec Mhm, nous dans la pièce. Alors, je lui ai présenté, je lui ai dit, vous permettez, je vous présente un ami français. Ah, et d'où venez-vous, monsieur? Ah, ben, je viens de Paris, hein. Alors, ils ont commencé à parler du quartier où elle avait vécu à Paris, que mon ami connaissait parce que, bon, c'était sans doute pas trop loin de là où il habite. Donc, ils ont parlé de ça. Puis après, nous avons parlé de son frère décédé, dont il y avait un portrait dans une vitrine. mhm. Ensuite, on a parlé des fantômes qui hantent le château de Chimay. Ah. Et puis, ah oui, 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 oui. Alors, elle y croyait quand même pas mal.
Mhm. Elle croyait qu'il y avait comme ça des présences. Et bon, je respecte tout à fait ça parce que c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, bon, personnellement. Mhm. Donc, on a parlé des fantômes du château de Chimay, voilà. Et puis, ben, la conversation a dû être, je dirais, écourtée parce que c'était l'heure où il y avait l'animation dans le théâtre. Mhm. Donc, on nous a appelés et nous sommes allés. La pièce est à côté, hein, donc nous sommes allés visiter le fameux petit théâtre. Alors là, j'étais étonné. Je savais que c'était un très beau théâtre. Il avait été rénové parce que, comment dirais-je, à un moment donné, les pompiers avaient un peu mis le holà pour des raisons de sécurité. Ah Il était oui. certainement resté en l'état, je dirais, d'origine pendant un certain temps, et puis la sécurité n'était peut-être plus trop présente. Mhm. 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 Alors, c'est un théâtre de poche en réalité, hein, mais Oui. qui Oui. comprend tout ce qu'un théâtre d'opéra doit comprendre. Il y a Mhm. bien entendu la scène, une très jolie petite scène. Il y a une fosse d'orchestre, donc ça veut dire qu'on peut y mettre des musiciens qui vont animer de manière musicale, je dirais, la Mhm. pièce. Donc, on peut vraiment Mhm. y faire des opéras. Il y a Mhm. un parterre, ce sont des bancs, et il y a 2 rangées de balcons. Et alors, à l'entrée, c'est-à-dire donc dans le dos des spectateurs, il y a la loge princière, comme dans les théâtres, je dirais, où il ne manque rien du tout, hein. Alors, j'étais étonné en lisant un article. euh, c'est un théâtre qui paraît tellement petit, mais on peut quand même y mettre 220 personnes, Ah ce qui oui. fait quand même pas mal. C'est quand même. Oui. Et alors, on continue à y donner des représentations. La princesse de Chimay, donc, dont je viens de vous parler, Elisabeth de Chimay, avait promu en tant que mécène le développement dans la région de toute une série de festivités, de manifestations musicales. Mhm. Elle faisait venir, bon, tout un programme qui se déroulait sur l'année, de la musique de chambre, de la musique baroque, etc. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup produit d'opéras dans le théâtre en question. Bon, sans doute que certains opéras se prêtent à la configuration des lieux. Bon, je vois mal évidemment jouer Aïda de Verdi avec des chameaux vivants sur la scène ou des Oui. dromadaires, hein. Bon, parce que la scène, c'est pas l'opéra Garnier non plus. Mhm. Mais je dirais que toute l'infrastructure permet de faire de véritables opéras, je dirais Mhm. à la fois chanter sur scène et la musique devant, Mhm. parce qu'il y a une fosse d'orchestre, bon, elle n'est pas grande, mais il y a une fosse d'orchestre quand même. D'accord. Donc, je vous donnerai ici ben, quelques photos que Oui, vous s'il te pourrez plaît. utiliser. Il y aura Madame Talien, il y aura les œufs à la Chimay, il y aura le petit théâtre, il y aura le château, et il y aura même une photo d'Élisabeth de Chimay D'accord. pour illustrer tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors, petit D'accord. scoop, j'envisage non seulement de réaliser ce plat en question, Mhm. mais en plus, je pense que je vais le modifier et préparer des variantes, dont une variante qui pourrait être utilisée comme entrée pour les fêtes de fin d'année. Ah, voilà, très bien. Ah oui, 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 oui. Je Très pense bien. faire une version, je dirais, avec du crustacé, avec, disons, du poisson, des crustacés, et une autre version, je dirais, peut-être, enfin, je ne vous en dis pas plus, mais je vais faire 2 versions de manière à utiliser cette base comme plat, je dirais, d'entrée au moment des fêtes de fin d'année. Vous aurez deux recettes pour le prix d'une, même 3 recettes pour le prix d'une. Très bien, formidable. Dis-moi, Guy, est-ce que je peux te demander que signifient ces objets que l'on voit derrière moi? Ah, eh bien, ces objets, je ne vais pas vous dire ce qu'ils signifient parce que ça va faire l'objet de notre concours. Vous Ah, avez parlé d'un concours et je oui, voudrais bien que nos auditeurs trouvent quel est le nom, je dirais le plus précis possible, et surtout les utilisations de cet objet que vous voyez. Alors, il y a un objet avec un manche noir qui se trouve dans la partie oui, gauche de la photo. oui, Voilà. Hein, avec une partie métallique sur la droite et une partie, je dirais, qui est le manche noir qui oui, se trouve sur la gauche. Et je voudrais absolument. bien voir quelle est la perspicacité de nos auditeurs quant à savoir ce à quoi cet objet pourrait servir. Et je propose la chose suivante, c'est qu'ils vous répondent, Claude, au mieux, et Oui, que le prix pour celui qui aura répondu au mieux le premier, ce serait de pouvoir participer à une émission avec nous. Qu'elle soit enregistrée ou pas, hein, qu'elle soit oui, diffusée ou pas, on proposera à cette personne comme prix de pouvoir s'entretenir avec nous pendant 1 heure, 2 heures, on ne va pas regarder à 5 minutes, hein. oui, 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 Ce oui, très serait, bien. ce serait, disons, pour remercier cette personne pour sa perspicacité, pour son attention à nos émissions. Guy, on parle bien de cet objet avec le manche noir et une espèce de, on va dire, de cuillère très ouvragée. Voilà, c'est Très bien bien, ça. C'est très bien bien. ça. Chers amis, n'est-ce pas? Euh, dites-nous,
comment ça s'appelle d'une part, Oui, le et nom et donnez-nous l'utilisation. l'utilisation, mais surtout les différentes manières de l'utiliser comme moi je les ai pensées. Ah oui, Et d'accord, j'ai vu au moins 3 utilisations. Donc, il y a moyen d'accord. de, il y a moyen de chercher un petit peu. Bon, 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 Et puis bon, nous bon. choisirons dans les réponses celle qui est la plus complète possible. D'accord, voilà un Voilà. très beau concours. Donc, Guy, si tu veux bien, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu veux redonner l'objet de ce concours? Donc, l'objet de ce concours, en tout cas le prix, pour la personne qui sera la première à donner le nom de l'objet et aussi les utilisations d'un point de vue technique de cet objet, le prix, ce sera de pouvoir participer à une émission avec nous à sa meilleure convenance. Que l'émission soit enregistrée, qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit diffusée, qu'elle ne le soit pas, ce n'est pas grave, mais nous pourrions accorder du temps, je dirais, à la personne qui sera la plus perspicace et qui aurait le plaisir et le désir aussi de s'entretenir avec nous. Évidemment, Tout à fait, on ne va absolument. obliger personne, bien entendu. Par contre, Alors, j'ai envie de vous parler du lieu de cet objet. oui, alors attends, Guy, avant que tu continues, donc, chers amis, vous pourrez voir cet objet sur la photo derrière moi, c'est-à-dire dans la vidéo, mais je mettrai également cette photo sur notre site internet sopac.be dans la partie photo que je suis en train de mettre en place. Comme ça, vous serez obligé soit de regarder notre chaîne YouTube, soit de regarder notre site sopac.be pour voir cette photo et voir cet objet-ci. Voilà. Et de nous dire, comme vous l'a demandé Guy, ce que c'est, quel est le nom, à quoi ça sert et tout ça. Je te laisse continuer, Guy, pardon. Ah, il n'y a pas de mal. J'ai eu l'occasion de visiter, puisque ça fait partie de mon actualité, de visiter un musée, un endroit fabuleux. Alors Hum, cet endroit fabuleux, c'est le musée François Duisberg qui se trouve à Mons. hum, Alors, qui est ce monsieur François Duisberg et quel est l'objet de ce musée? Quelle est la raison d'être de ce musée? Donc, c'est un musée qui est une véritable caverne d'Ali Baba, qui a été installé depuis maintenant quand même quelques années dans un bâtiment qui appartient à la ville de Mons et qui est l'ancienne Banque nationale de Mons. Alors, pour donner quelques explications au niveau des banques nationales, à l'époque où l'argent était, je dirais, uniquement en monnaie sonnante et trébuchante et en petites feuilles de papier, les banques dans les villes devaient aller se fournir en espèces, en coupures et en pièces à la Banque nationale. Alors, il y a bien entendu le siège de la Banque nationale à Bruxelles, mais toutes les grandes villes de Belgique ne sont pas forcément à côté de Bruxelles. Donc, la Banque nationale avait ouvert des succursales, souvent des beaux bâtiments de style néoclassique, à Charleroi, à Gand, à Anvers, vraisemblablement à Liège, à Mons en tout cas, puisqu'il s'agit de la ville de Mons. Et puis, ces bâtiments sont devenus obsolètes à partir du moment où la monnaie est devenue numérique. Vous oui. savez bien, quand on va à la banque maintenant, on a un numéro de compte, on a de l'argent sur le compte et cet argent est virtuel. Hein, et Hum, si vous avez besoin de retirer de l'argent, vous devez y aller euh, prévenir plusieurs jours à l'avance. Vous ne pouvez retirer qu'un maximum de 1000 euros par jour, etc. Enfin bon, il y a toute une série de ouais. règles. Et puis maintenant, nous faisons nos paiements aussi de manière électronique. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir dans les grandes villes du pays, et c'est le même à mon avis pour la France, un endroit où on stocke de l'argent sous une forme, je dirais, palpable et tangible puisque maintenant tout se fait quasiment de manière électronique. Donc, ces Absolument. bâtiments sont devenus un peu inutiles et on a aussi cherché à savoir ce qu'on allait en faire. Alors, dans le bâtiment qui était la Banque nationale à Charleroi, on a ouvert un restaurant et des salles de spectacle. Et ici, on a installé un musée. Alors, le musée François Duisberg, pour parler de ce monsieur François Duisberg, qui a maintenant plus de 90 ans, il est originaire d'une famille, je ne vais pas dire pauvre, mais d'une famille dont le papa était mineur dans la région. Donc, un Hum, mineur de fond. hum, Il a fait des études, il a toute une série de diplômes à son arc, des doctorats, et généralement dans le domaine de la finance. Bon. hum, Donc il avait quand même pas mal d'argent à sa disposition. Et son plaisir avec son épouse, parce qu'apparemment je ne le reconnais pas d'enfant, en tout cas on ne le mentionne pas, c'était d'acheter des choses sur Internet et ils se sont limités à toute une série d'objets à la fois en horlogerie et en art de la table.
avec un créneau extrêmement précis. La majorité des pièces d'horlogerie et d'orfèvrerie sont situées entre 1785 et 1815 et traitent essentiellement et majoritairement d'objets de France, d'objets français. Hein. Donc vous avez de la pendulerie, vous avez 4000 objets dans le musée, hein. C'est Ah une oui, véritable caverne d'Ali Baba, dont 300 horloges, toutes plus belles les unes que les autres, généralement en métal doré, qui étaient achetées dans un état, je vais dire, tel qu'on les trouve dans les oui. salles de vente, etc. Et que, dit-il, il l'a expliqué lorsque j'ai fait la visite, que son épouse patiemment nettoyait pendant la nuit et que lui réparait, je dirais, avec les compétences d'un horloger, mais lui en tant que technicien, réparait pour que toutes les pièces fonctionnent. Et, Donc, on a affaire à un musée extraordinaire qu'on ne soupçonne même pas, je dirais, dans une ville comme ça, au point que euh, toutes les vitrines, où tout se mélange un petit peu, hein, que toutes les vitrines euh, sont un musée à elles seules, vitrine par vitrine. oui, oui, Alors, on dit, bon, si on consulte donc, il y a des étoiles au guide Michelin, hein, au guide vert, hein. oui. Le musée actuellement a 2 étoiles. Il devrait encore un petit peu s'étoffer au point d'éventuellement avoir 3 étoiles, donc il vaut vraiment le déplacement. Mhm. On dit que les collections sont similaires à celles du Louvre, à celles de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ou Oui. à celles des arts décoratifs à Paris. Voilà, pour Ah dire un oui, petit oui, peu oui. à quel point le musée est riche. Et D'accord. surtout, il cible une période extrêmement réduite, Oui. depuis la fin de l'Ancien Régime, hein, le règne de Louis XVI, jusqu'à la fin de l'Empire et la Restauration, voilà, Mhm. et Mhm. Charles X. Donc c'est vraiment, moi je n'en revenais pas, j'étais baba. Vous avez non seulement des objets d'art de la table, vous avez des objets relatifs au culte hébraïque, hein, des doigts de lecture, Mhm. Mhm. vous avez, euh, je dirais, des cristaux, vous avez une fontaine qui fonctionne, dont je vous donnerai la photo en cristal de Murano, en verre de Murano. Enfin, vous avez alors des lustres en Murano, enfin, vous avez, et puis des objets. Alors, pour vous dire à quel point cette personne est, je dirais, respectable et respectée, bien que la ville de Mons ait eu vraiment des pieds de plomb pour les aider, c'est qu'on a appelé la rue, qui se trouve vraiment en face de la gare et qui amène au musée, on a appelé rue du musée François Dusberg. Donc, on a changé le nom d'une rue pour l'appeler du nom du musée qui s'y trouve. Ça, c'est une chose. Et Mhm. d'autre part, son épouse vient de décéder à l'âge de 89 ans, il y a 1 an ou 2. Euh, Ils peuvent être enterrés à titre tout à fait exceptionnel dans les jardins du musée. Or, vous savez que la loi, que ce soit en Belgique ou en France, est extrêmement stricte. On ne peut Oui, être enterré que dans, euh, dans des lieux prévus à cet effet qu'on appelle des absolument, cimetières. Donc, absolument. les autorisations pour enterrer quelqu'un dans un lieu, je vais dire, privatif, sont extrêmement rares. Mhm. De plus, ce monsieur a été anobli au titre de baron. Donc, Mhm. généralement, on anoblit des personnes, je dirais, qu'on veut honorer d'un titre de noblesse. En Belgique, ça se fait encore. Mais chose encore plus exceptionnelle, son épouse a été anoblie également. Mais, d'habitude, quand on anoblit un monsieur, son épouse devient automatiquement baronne si le monsieur est anobli en tant que baron. Ici, et elle et lui ont été anoblis séparément, c'est-à-dire qu'ils portent intrinsèquement chacun et indépendamment l'un de l'autre le titre de baron, ce qui est Mhm. de nouveau quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Voilà. Donc je vous invite, et ça Claude, lorsque vous reviendrez en Belgique, je l'espère, nous pourrons aller visiter ce fameux Ah musée oui, François Dusberg parce qu'il en vaut absolument. vraiment la peine. Alors il y a Oui. toute une série d'objets comme l'objet du concours par exemple que je ne connaissais pas. Je vais dire que quand je l'ai vu dans la vitrine, je dis mais voilà, ça c'est ceci, ça pourrait servir à ça, etc. Et puis le successeur de Monsieur Dusberg en fait m'a confirmé, oui, que c'était bien ça comme objet, à D'accord, quoi ça pouvait servir. Je dis oui, ça va, j'ai vu. Ok. d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Voilà. Chers amis, j'espère que dans cet épisode extrêmement dense et avec ce concours que Guy nous propose, vous propose en fait, parce que moi je ne dis rien, évidemment, Et hein. surtout que vous ne connaissez pas la réponse que Et j'attends. je vous assure, chers amis, je ne connais pas la réponse, comme Guy vient de le dire.
Donc, voilà, je suis neutre pour le coup. Écoutez, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec encore plein de choses que Guy va nous dire, il va nous faire une conférence et il nous parlera aussi du concours Prosper Montagnier. C'est bien ça, Guy, C'est bien cela. hein? Chers Je vous amis, parlerai en fait de deux concours, à ah, la fois le Prosper Montagnier et le concours de la meilleure croquette aux crevettes qui a eu lieu également. crevettes grises, des Crevettes grises, bien croquettes entendu. de crevettes grises. Très bien. Guy, bonsoir. Eh bien, bonsoir, Claude. Et chers amis, bonsoir et au concours, n'est-ce pas, chers amis, au concours. À bientôt, bye bye.